Belge.be, une initiative des autorités belges. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue ce lundi 4 mai pour ce point d'information. Nous espérons que vous vous portez bien, que vous avez passé un week-end des plus agréables malgré les circonstances. Et nous allons directement passer la parole à Yves Van Atem qui va nous faire le point sur la situation en Belgique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on va vous présenter aujourd'hui pour la première fois une revue plus différente, qui va d'ailleurs changer encore dans les jours qui viennent, de manière à vous apporter non seulement des chiffres qui seront disponibles au jour le jour, toujours sur le site Info Coronavirus, donc on peut retrouver tous les chiffres au jour le jour. Nous allons simplifier cette série de chiffres et vous apporter plus de messages pratiques. En l'occurrence, durant les dernières 24 heures, 59 patients ont été admis à l'hôpital. Les jours précédents, durant le long week-end du 1er mai, ce nombre était lui aussi faible jour après jour. Actuellement, il y a 15 655 patients qui ont été admis depuis le début de l'épidémie. Il y a 655 patients en soins intensifs. Ce nombre est presque à la moitié du maximum que nous avons atteint. Et il faut souligner d'ailleurs que le total de 3044 patients hospitalisés est lui aussi à peu près à la moitié des plus ou moins 5800 patients qu'on avait atteints au pic de la pandémie chez nous. On doit déplorer encore 80 décès durant la journée hier. Le nombre de décès des jours précédents était lui aussi relativement plus modéré que ce que nous avons connu il y a plusieurs jours. Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est de 361. Ce nombre n'est peut-être pas tout à fait représentatif. On est dans un long week-end et donc il sera peut-être corrigé par la suite. Un point important concernant le testing, et on vous en avait parlé à la fin de la semaine passée, c'est que nous disposons maintenant de l'entièreté des tests réellement effectués durant une journée. Et en l'occurrence, il a été effectué durant la dernière 24 heures 16 729 tests. Je vous rappelle que jeudi passé, on parlait de 6 900 et quelques tests. Et un total de tests actuellement a été fait depuis le début de la pandémie de 440 700 tests. Je le mets aussi en perspective par rapport aux 233 000 tests dont on vous parlait jeudi passé. Donc, nous démontrons là bien que la capacité de testing est actuellement disponible. Après ces chiffres et ce résumé de chiffres, passons au message important et ce sera de plus en plus un point majeur de notre communication. Le premier d'entre eux, c'est que dans plusieurs pays de par le monde et en Belgique aussi, on pense que les personnes ont peur parfois de consulter leur service de santé ou leur médecin traitant. Et ceci amène à des comportements où la santé se détériore pour d'autres raisons que le coronavirus. C'est pour ça que nous pensons qu'il est important d'insister sur le fait que si on a un problème de santé, quel qu'il soit, il faut reprendre l'habitude de faire, mais un peu différemment, ce qu'on faisait avant. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si on a un problème de santé qui est semblable à celui qu'on avait avant, par exemple, un problème par rapport à l'équilibration de son diabète, un problème tel des douleurs thoraciques qu'on a déjà connues au préalable, on va faire appel à son médecin traitant habituel, qu'il s'agisse de son généraliste ou de son spécialiste en fonction du cas et de ses habitudes. On va faire appel comment ? On va bien sûr ne pas aller à l'hôpital ou au cabinet, mais on va lui téléphoner. Si on a un problème dentaire, bien sûr, on appellera son dentiste. De la même manière, si on a un nouveau problème de santé, on va d'abord passer par le filtre de la première ligne, qui est celui de son généraliste ou d'une centrale de généralistes, si on n'a pas de généraliste soi-même. Comment cela va-t-il se passer ? Au vu de votre appel téléphonique, le médecin concerné va vous écouter et vous fixer éventuellement un rendez-vous. Ce rendez-vous se passera dans son cabinet médical ou dans le service hospitalier où il travaille.
Soyez sans crainte dans la mesure où, actuellement, il est clairement établi que, 1, les salles d'attente ne seront pas embouteillées, puisqu'on ne vient pas spontanément, mais on vient avec un rendez-vous. Donc peu de personnes seront présentes à chaque fois. Des mesures de désinfection des mains seront bien sûr disponibles tant à l'entrée qu'à la sortie du cabinet, et on vous conseille vraiment de laver ses mains aux solutions hydroalcooliques, par exemple, qui seront disponibles. Et on vous conseille aussi, si vous avez un masque buccal, de l'emporter avec vous et de le porter dans la salle d'attente. Si vous n'avez pas de masque, un masque vous sera fourni sur le site où vous venez consulter. On peut avoir d'autres questions, qui sont des questions concernant la prise de ces médicaments. On peut bien sûr téléphoner à son médecin traitant, mais on peut aussi téléphoner à son pharmacien, qui est vraiment la personne adéquate pour ce genre de renseignements. Si vous avez un problème de santé urgent, une douleur thoracique nouvelle par exemple, un saignement important, n'hésitez pas à appeler les services d'urgence. Ils sont toujours disponibles, ils prennent les mêmes précautions pour éviter toute contamination, donc le 112 reste un numéro qu'il ne faut pas oublier. Deuxième point important sur lequel nous voudrions insister aujourd'hui, c'est le premier jour du port de masque obligatoire dans certaines structures, typiquement dans les transports en commun. Comment porter un masque correctement? Ce n'est pas évident et donc je pense qu'il faut vraiment en parler, et la meilleure manière d'en parler, c'est de vous faire une petite démonstration. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est comment mettre un masque. Avant de mettre un masque, de prendre un masque propre par exemple, à l'endroit où vous l'avez mis, vous allez vous laver les mains. Vous lavez les mains soit avec de l'eau et du savon, soit avec une solution hydroalcoolique. Lorsque vous avez ce masque que je vous montre ici, ce masque, vous allez le toucher par ses rubans ou ici par ses élastiques. Vous allez, je le fais exprès, ne pas le prendre comme ça. Ça, ce n'est pas bon. Vous allez le tenir par les extrémités, les rubans ou les élastiques. Vous allez mettre ce masque de manière à couvrir adéquatement vos voies respiratoires, c'est-à-dire le nez et la bouche. Et pour que le masque tienne bien, il faut que le menton soit pris dans le masque. Donc vous allez faire ceci. Vous allez ajuster votre masque en le touchant le moins possible et en l'ajustant, en le pinçant au niveau du nez et en étant bien sûr que le masque est mis en dessous du menton, comme vous le voyez ici. Une fois que ce masque est en place et qu'il est bien couvert effectivement, vous allez le porter en essayant surtout de ne pas le toucher. Ne faites pas ceci sans arrêt. Ce que je vous montre ici, c'est ce qu'il faut bien sûr éviter. Le masque ne doit pas être touché. Si le masque glisse, que le masque est tombé, que le masque est comme ça, essayez de le reprendre par les côtés du masque et de ne pas justement le toucher dans sa totalité. Pourquoi ? Parce que ce masque pourrait être contaminé et vous pourriez ainsi contaminer vos mains. Donc, la précaution est de toucher au minimum le masque par les bords. Vous allez enlever ce masque à certains moments, bien sûr. Vous allez l'enlever ne fût-ce qu'à la fin du moment où vous allez l'utiliser. Pour enlever ce masque à nouveau, on prend les élastiques ou les rubans, comme on l'a mis, et on enlève son masque. On enlève son masque et soit on va le jeter pour un masque disposable lorsqu'on est rentré, par exemple, chez soi, soit on va le ranger en attendant d'être lavé. Si vous devez l'enlever transitoirement, par exemple, pour boire quelque chose en cours de route, vous allez le disposer sur une surface propre de manière à ce qu'on puisse, par la suite d'ailleurs, nettoyer cette surface. Ce masque, que je prends maintenant pour vous le démontrer simplement, ce masque peut être porté maximum pendant 8 heures ou pendant 4 heures si on parle beaucoup, en enseignant par exemple. Si ce masque est pour une raison quelconque souillé ou mouillé, il faudra le changer. Il faudra soit le jeter, soit le mettre de côté et employer un autre masque. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir plus qu'un masque et par exemple pour les masques en tissu, d'avoir au minimum 2 masques. Comment va-t-on entretenir les masques en tissu? Eh bien, on va simplement les laver. On va les laver à 60 degrés.
On va les laver avec du produit de lessive habituel, il ne faut pas un désinfectant particulier. Éventuellement, si vous ne savez pas les laver à 60 degrés, vous les mettez dans une casserole avec de l'eau qui a frémi, il ne faut pas faire plus que ça. Et si par hasard vous n'avez pas pu les laver adéquatement, on va vous conseiller de les repasser avec un fer chaud, ce qui va dépasser la température à laquelle le virus pourrait éventuellement survivre. N'oubliez pas que lorsque vous avez touché votre masque, et par exemple lorsque vous avez enlevé votre masque, comme je l'ai montré il y a quelques instants, il va falloir à nouveau se laver les mains. Le lavage de mains doit faire partie au début et à la fin de la manipulation du masque des habitudes que vous devez prendre. Un conseil, pour éviter de trop toucher votre masque, de trop le manipuler, il est parfois plus facile de le porter depuis le départ de ce que vous voulez faire, prendre les transports en commun, aller au magasin, et de ne l'enlever qu'à la fin. Si vous le supportez, c'est la meilleure manière d'éviter de le toucher de manière inadéquate. Ne placez pas votre masque au frigo ou au congélateur, cela ne sert à rien. Ce virus tolère parfaitement les températures en question et vous n'allez pas ainsi désinfecter votre masque. Mettez votre masque dans un endroit bien précis, bien sec, dans un petit sac et ce sera parfaitement conservé pour un masque en tissu. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Ik ga u de cijfers van de voorbije 24 uur presenteren. We gaan ons vanaf nu weliswaar beperken tot de belangrijkste kerncijfers. Een gedetailleerd overzicht van alle andere cijfers kan u nog altijd raadplegen in onze rapporten die gepubliceerd worden op de website infocoronavirus.be of op de website van Sciensano. De afgelopen 24 uur werden er 59 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het is nu reeds 2 dagen dat we onder de 100 hospitalisaties per dag zijn gedoken. Dat is heel goed nieuws. De trend is heel positief. Op dit ogenblik liggen er 3044 patiënten in onze ziekenhuizen. En dat is ongeveer de helft van de piek die we hebben waargenomen op 7 april. 655 patiënten liggen op intensieve zorgen. Ook dat is ongeveer de helft van de piek die werd waargenomen op 8 april. De afgelopen 24 uur werden er 80 overlijdens gerapporteerd. Ook dat is een duidelijk lager aantal dan de voorbije dagen en weken. We moeten natuurlijk wel rekening houden dat er mogelijk een weekendeffect is in de rapportering. We weten dat er wat vertraging is met de rapportering van overlijdens uit bepaalde regio's. Die zullen de komende dagen toegevoegd worden. Dus we verwachten wel dat er nog wat stijging zal zijn de komende dagen omwille van het weekendeffect. Maar desalniettemin is de trend heel gunstig. De voorbije 24 uur werden er 361 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Op een totaal van 16.729 testen die werden uitgevoerd, ook in de voorbije 24 uur. De capaciteit in België wat betreft het aantal testen ligt hoog. Verleden week werden er ruim tussen de 20.000 en de 25.000 testen per dag uitgevoerd. In het weekend ligt dat iets lager, opnieuw omwille van het weekendeffect. Maar qua testcapaciteit zitten we zeker goed in België op dit ogenblik. We zouden nu ook 2 kernboodschappen willen overbrengen. Enerzijds wat betreft het consulteren van de hulpdiensten, van de arts, huisarts of specialist in geval van klachten. En anderzijds ook in verband met het correct gebruik van maskers. Wat betreft het consulteren van uw arts of de hulpdiensten in geval van klachten. De reden dat we dit willen brengen is omdat er een aantal internationale rapporten zijn die melding maken van de observatie dat mensen blijkbaar te lang wachten of soms schrik hebben om hun huisarts te contacteren of de hulpdiensten te contacteren wanneer ze bepaalde acute klachten waarnemen, die bijvoorbeeld kunnen wijzen op een hartaanval, zoals pijn in de borst, of een beroerte, plots krachtverlies in een arm bijvoorbeeld.
of bloedverlies in de stoelgang of andere symptomen die mogelijk kunnen wijzen op een ernstige aandoening. Het is heel belangrijk dat u bij ziekte of bij het optreden van die plotse symptomen onmiddellijk contact opneemt met uw huisarts of met de hulpdiensten. Weliswaar via de telefoon. Zij kunnen u dan verder advies geven. Als het nodig is, kan uw huisarts u ontvangen in zijn praktijkruimte. De nodige maatregelen zijn genomen om dat op een veilige manier te laten gebeuren. De wachtkamers zitten niet vol, want alles verloopt op afspraak. Er is handontsmetting voorzien. Het is aan te raden dat u een mondmasker draagt. Mocht u er nog geen hebben, dan kan uw huisarts er ook een voorzien voor u. Wanneer u vragen hebt in verband met medicatie, kan u ook contact opnemen met uw apotheker. En voor dringende medische zorg kan u ook altijd het nummer 112 bellen. Dan, wat betreft het gebruik van mondmaskers. Hoe moeten we die correct gebruiken? Hoe moeten we die correct dragen? Wel, eerst en vooral, hoe gaan we een mondmasker opzetten? Het is heel belangrijk dat u, voordat u het mondmasker aanraakt en op uw gezicht zet, dat u eerst de handen wast met water en zeep. Raak het mondmasker enkel aan de elastiekjes of aan de lintjes. Raak het niet aan de binnenkant of aan de buitenkant. Het mondmasker moet de neus, de mond en de kin bedekken en goed aansluiten aan de zijkanten van het gezicht. Begin met het mondmasker op te zetten aan de neus en bind het vervolgens vast aan de onderkant, zodat het ook de kin goed bedekt. Laat het goed aansluiten op de neus. Druk, als er een metalen bandje is, druk dat goed aan rond de neus. Zodra u een mondmasker draagt, is het best dat u het niet meer aanraakt. Blijf best heel de tijd op het gezicht zitten. Als het niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan, niet in het midden. Vermijd om het masker op en af te zetten. Indien dat toch nodig is, omdat u moet eten of drinken of een andere reden, is het belangrijk dat u opnieuw eerst de handen wast, vooraleer u aan het masker komt. Om het af te zetten, raak het bij voorkeur ook enkel aan de elastiekjes of aan de lintjes aan of aan de zijkanten. Als u het masker verwijdert, leg het dan op een propere plaats, liefst een vaste plaats, altijd dezelfde, die u gemakkelijk achteraf ook kan ontsmetten. Of stop het masker in een zak, bijvoorbeeld een stoffen zak die u ook kan gebruiken om mee te wassen wanneer u het masker wil wassen. Wat betreft het wassen van het masker, het is zo dat u een masker in principe een hele dag kan dragen, 8-tal uur. Wanneer het intensief gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij een leerkracht die heel veel praat, dan raden we aan om het om de 4 uur te vervangen. Het moet ook vervangen worden wanneer het masker vochtig wordt of wanneer het zichtbaar bevuild is. Na het gebruik van het masker kan u het wassen in de wasmachine met wasmiddel op 60 graden minstens. Dat is voldoende om het virus te verwijderen en te inactiveren. U kan het eventueel ook afkoken in een kookpot. Wanneer het masker gewassen is, kan u het terug gebruiken op voorwaarde dat het droog is. Dus het moet eerst goed uitdrogen. En daarom is het ook aan te raden om minstens 2 of meerdere maskers in huis te hebben, zodat u kan afwisselen. Betreft de bewaring van de maskers tussendoor, kies een vaste, propere plaats om uw masker te bewaren. Eventueel gebruikt u een gesloten stoffen zak, die u ook kan gebruiken om mee te wassen in de was. Heel belangrijk ook, bewaar uw masker nooit in de frigo of in de vriezer. Het virus gaat er niet door geïnactiveerd worden. Het is zelfs een risico dat u via uw masker bepaalde voedingsmiddelen zou kunnen besmetten. Dank u wel. Les semaines dernières, nous avons tous ensemble réussi à diminuer la force de ce virus. Et dans les prochaines semaines, nous allons pouvoir, étape par étape, élargir progressivement cet espace de vie sécurisé qu'on s'était construit dans notre maison, mais également maintenant pour l'ensemble de notre vie personnelle et professionnelle. Pour un certain nombre d'entre nous, la levée progressive de ces mesures peut paraître trop lente. Et c'est très compréhensible. Les mesures sont en effet très peu agréables pour chacun d'entre nous. Mais nous voyons, c'est le début maintenant d'une évolution.
Il est pourtant important qu'aujourd'hui, dans la phase actuelle, nous maintenons une vigilance et nous continuons à respecter les mesures qui sont d'application. C'est la seule manière que nous allons avoir, chacun d'entre nous, pour notre vie professionnelle, pour notre vie familiale, pour notre vie personnelle, une façon sécurisée de reprendre nos activités. Petit à petit, nous l'avons fait lorsque l'épidémie, la pandémie a émergé, nous devrons le faire maintenant encore aussi. Le virus est affaibli, mais malheureusement, il n'a pas été vaincu. On le sait, dans les prochaines semaines et les prochains mois, le virus va encore couver ci et là, et il y aura encore certains pics, certaines émergences de ce virus à certains endroits. Nous devons donc aujourd'hui accepter ce fait, accepter que le virus vivra avec nous, dans notre société, dans notre pays. Mais nous savons aussi qu'en adoptant les bons comportements, nous avons réussi à éviter une saturation du réseau hospitalier et nous allons réussir maintenant à maintenir le contrôle de ce virus. Nos comportements individuels et collectifs veilleront de cette manière à cette résilience de notre société, mais également à la relance de l'ensemble de notre communauté. Les bons réflexes que nous avons acquis ces dernières semaines vont petit à petit devenir des automatismes. Rester à la maison quand on est malade, se laver régulièrement les mains, garder cette distance de sécurité physique entre nous d'1,50 m, éviter les lieux où il y a beaucoup de monde et aussi porter cette protection sur le nez et la bouche, un masque ou toute autre alternative dans les lieux d'espace public où il y a beaucoup de monde. On le sait aussi, le port de cette protection est obligatoire dans les transports en commun notamment à partir de 12 ans. Aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer la première étape de cette adaptation des nouvelles mesures. Nous pouvons entamer cette étape parce que nous avons tous respecté les mesures précédemment. Nous avons réussi, comme je l'ai dit, à éviter une saturation des hôpitaux, même si le personnel de soins a dû fournir des efforts très importants ces dernières semaines et devra encore le faire. Nous pouvons être fiers. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Nous pouvons être fiers notamment du comportement de chacun. Et nous pouvons remercier, en l'occurrence ici, le personnel des soins de santé pour leur engagement ces dernières semaines. Je souhaite aussi souligner un geste qui va être porté aujourd'hui par la communauté des pompiers. Aujourd'hui est un jour particulier pour eux, c'est le jour des pompiers. Et symboliquement, ils ont voulu dédier cette journée aux ambulanciers et au personnel de soins de santé. Merci à eux pour cette collégialité et cette démarche pour l'ensemble du personnel de soins. L'important est maintenant de garder la situation sous contrôle. C'est maintenant que nous devons tous prendre nos responsabilités et aussi avancer de manière raisonnable dans cette évolution petit à petit de notre vie personnelle et professionnelle. Nous l'avons vu et nous le savons, ce sont nos comportements qui vont déterminer dans les prochaines semaines et les prochains mois cette courbe pandémique. Alors avançons étape par étape en sécurité et nous le savons, ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Goedemorgen. De afgelopen weken zijn we er samen in geslaagd om de kracht van het virus te verminderen. In de komende weken zullen we stap voor stap onze veilige omgeving gradueel uitbreiden en dit zowel in ons professioneel als privéleven. Voor een aantal onder ons gaat de afbouw van de maatregelen misschien te traag en dat is zeer begrijpelijk. De maatregelen zijn voor niemand aangenaam en het begint voor iedereen te wegen. Het blijft echter noodzakelijk om ook in deze nieuwe fase de maatregelen te blijven naleven. Enkel op deze manier kunnen we onze persoonlijke, familiale en professionele activiteiten in alle veiligheid en stapsgewijs hervatten in de komende weken. Het is duidelijk dat het virus is verzwakt, maar het is nog niet definitief uitgeteld. De komende weken en maanden zal het nog gevaarlijk smeulen en een klein vonkje kan het virus doen opflakkeren. We zullen moeten aanvaarden dat het virus nog steeds aanwezig is in onze samenleving. Met het juiste gedrag zullen we er samen in slagen om de situatie onder controle te houden. De goede gezondheidsmaatregelen die we de afgelopen weken hebben aangeleerd, zullen voor ons allemaal automatisme moeten worden. Blijf thuis als je ziek bent, al vanaf de eerste symptomen. Was regelmatig je handen. Respecteer de fysieke afstand, de 1,5 meter. Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen. En nieuw, bedek je mond en neus met een mondmasker of een alternatief in de openbare plaatsen waar veel mensen samenkomen.
Dit is verplicht in het openbaar vervoer voor mensen vanaf 12 jaar. Vandaag zetten we een eerste stap in de graduele afbouw van de maatregelen. We kunnen deze stap nemen omdat het overgrote deel van de bevolking de afgelopen weken de maatregelen heeft nageleverd. Hierdoor hebben we er samen voor gezorgd dat het ziekenhuissysteem niet overbelast is geraakt. We mogen echter niet vergeten dat de mensen in de zorg de afgelopen weken enorme inspanningen hebben geleverd en ook de komende weken zullen nog zwaar worden. We zijn fier, maar ook dankbaar voor hun engagement. Het is dan ook een heel mooi gebaar dat de brandweergemeenschap de dag van de brandweer vandaag symbolisch wegschenkt aan de ambulanciers en het zorgend personeel. Het toont hun collegialiteit en hun respect voor het zorgend personeel. Nu komt het erop aan om de situatie onder controle te houden. Het is nu aan ons om onze verantwoordelijkheid op te nemen en op een verstandige manier om te gaan met de eerste versoepelingen in ons professioneel en privéleven. Ons gedrag bepaalt de curve, ook de komende weken en maanden. Stap voor stap gaan we veilig vooruit. Samen kunnen we dit. Dank u wel. Kunnen we nu overgaan tot een aantal vragen die gesteld zijn door de journalisten. Kunt u ons informatie geven over de testprocedure tijdens de exit-strategie? Gaan we vandaag 25.000 tests uitvoeren en hoe zal dat dan in de praktijk gebeuren? Wel, het is de bedoeling om voortaan breder te gaan testen. Dus we waren al een tijdje bezig met alle nieuwe patiënten die opgenomen werden in het ziekenhuis te laten testen. Ook nieuwe bewoners die in een woonzorgcentrum werden opgenomen, werden standaard getest. En sinds kort, sinds vandaag, gaan we ook alle mogelijke gevallen in de algemene bevolking willen testen. Dus dat betekent dat mensen die verdachte symptomen vertonen, die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus, bij voorkeur getest worden. Zij moeten eerst contact opnemen via de telefoon met hun huisarts, die dan kan beslissen om een test voor te schrijven. Die klachten die kunnen gaan van de typische klachten, koorts, hoesten, bemoeilijkte ademhaling, maar soms ook, ja, de eerste klachten zijn soms wat vager, plotse spierpijn, plotse vermoeidheid die komt opzetten, het verlies van geur en smaak. En dat zijn de symptomen waar we alert voor moeten zijn. Dat betekent dat het aantal testen waarschijnlijk sterk gaat verhogen de komende dagen. België is daar klaar voor. We hebben de verleden week trouwens al dagen gehad waar we bijna die 25.000 testen per dag gehaald hebben. Mogelijk zal dit nog met wat horten en stoten verlopen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we in de komende periode dat aantal testen en aantal geteste personen flink zullen kunnen opdrijven. Pouvez-vous faire le point sur la procédure de testing durant le déconfinement? Va-t-on effectuer 25 000 tests dès aujourd'hui? Et comment cela va-t-il se passer concrètement? Durant les dernières semaines, on a en Belgique testé essentiellement les gens qui étaient sévèrement malades et qui se présentaient à l'hôpital. Par la suite, on a étendu les choses au niveau des maisons de repos. On l'a étendu aussi récemment à tous les patients qui rentrent, quelle que soit la raison, à l'hôpital de manière à éviter qu'ils puissent contaminer d'autres personnes. À partir de cette semaine, on va étendre cette possibilité à toutes les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec le coronavirus. On a assez dit que cette maladie n'était pas une maladie simple, se limitant seulement aux voies respiratoires. Donc il est clair que quelqu'un qui a de la température et un syndrome grippal, qui tousse et qui a difficile à respirer, est quelqu'un qui peut-être a le coronavirus. Mais il faut étendre ce genre de choses à des symptômes beaucoup plus nuancés, comme la perte du goût, la perte de l'odorat, comme des fatigues extrêmement importantes accompagnant de la température, par exemple, et des douleurs musculaires. Dans ce contexte-là, on demande aux personnes, à la population, de téléphoner à son médecin traitant. Surtout de ne pas aller chez lui, mais de téléphoner à son médecin traitant. Au vu des plaintes du patient, le médecin décidera si oui ou non un test est nécessaire et l'enverra à ce moment-là vers un centre de prélèvement, un centre de dépistage où les tests sont réalisables, ou éventuellement il demandera au patient de venir chez lui si ces tests sont réalisables dans le cadre de son cabinet. Il faut savoir que, et on l'a montré, la Belgique est capable certainement de faire
15 à 20 000 tests par jour actuellement. C'est ce qui a été le cas durant les derniers jours. La capacité de 25 000 tests ne doit pas poser de problème dans les jours qui viennent et la montée en puissance sera possible à ce moment-là, s'il est nécessaire, au vu éventuellement d'une augmentation des personnes présentant des symptômes. Quel est le taux de reproduction actuel du virus? Alors, le taux de reproduction du virus, vous vous rappelez qu'effectivement, il était de l'ordre de 2 à 3 au moins au début de cette pandémie. Il a diminué progressivement pour atteindre, dans la semaine du 20 au 26 avril, des valeurs de l'ordre de 0,79, arrondissons à 0,8 à peu près. Les dernières valeurs dont nous disposons continuent à descendre, ce qui est un bon point, puisque plus basses elles seront, moins une personne contaminée sera capable de contaminer d'autres personnes. Et le dernier résultat disponible nous montre un taux de reproduction de 0,6. Wat is het huidige reproductiegetal van het virus? Momenteel bedraagt het reproductiegetal 0,6. In het begin van de uitbraak zaten we op een waarde ergens tussen 2 en 3. Verleden week was dat nog 0,8. Ondertussen is dat verder gezakt naar 0,6. Dat is goed nieuws. Dat toont dat de epidemie nog verder aan het krimpen is. En het is heel belangrijk naar de toekomst toe, naar de komende weken toe, dat die R-waarde onder de 1 blijft. Van het moment dat die 1 of groter wordt, of groter dan 1 wordt, betekent het dat de epidemie terug aan kracht gaat winnen. Dus onder 1 is goed. Op basis van welke criteria kunnen we zeggen dat een epidemie voorbij is? Wanneer voorspellen de modellen het einde van de epidemie in België? Wel, de WHO definieert het einde van een epidemie als de fase waarin er geen nieuwe gevallen meer optreden op het grondgebied gedurende een periode van minimum 2 maal de incubatieperiode. Nu, de maximum incubatieperiode voor SARS-coronavirus 2 is 14 dagen. Dus 2 maal de incubatieperiode zou dan 28 dagen zijn. Dus in principe mag je geen nieuwe gevallen meer hebben op het Belgische grondgebied gedurende 28 dagen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren in de komende weken, laat staan maanden. Dus in die zin zal deze epidemie niet onmiddellijk eindigen en gaan we hier nog maanden rekening moeten mee houden. Sur quels critères peut-on dire qu'une épidémie est terminée? À quel moment les modèles prédictifs prévoient-ils la fin de l'épidémie en Belgique? La définition adoptée par l'OMS pour déclarer qu'une épidémie est terminée est l'absence de nouveaux cas cliniques pendant une période qui correspond à 2 fois la période d'incubation de la pathologie. L'incubation de la pathologie ici va jusqu'à 14 jours. 2 fois 14 égale 28 jours. Donc il faudrait ne plus avoir de cas sur le territoire belge pendant 28 jours, un petit mois, pour qu'on puisse déclarer l'épidémie comme étant terminée. Vous devinez qu'avec le type de virus que nous avons ici, il est peu probable que dans les semaines et les mois qui viennent, on n'ait pas de nouveaux cas pendant 28 jours sur le territoire belge. Donc l'épidémie ne sera pas déclarée terminée avant un certain temps, plusieurs mois sans doute, et avant qu'on atteigne cet objectif, il faudra donc vivre avec elle, sur un mode mineur peut-être, mais vivre avec elle pendant plusieurs mois encore. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ce point d'information. On a voulu apporter des compléments pratiques et des informations concrètes pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouverons mercredi à 11 h pour pouvoir continuer à vous informer et suivre avec vous l'évolution de la situation en Belgique. Continuez à respecter ces réflexes de santé publique, continuez à prendre soin les uns des autres en stap voor stap veilig vooruit en samen kunnen we dit. Dank u wel.